on est au CFA de Colmar qui fête ses 20 ans. Ouais. Quel est votre lien avec l'Alsace? Est-ce que vous étiez déjà venu dans ce CFA, vous aviez vu une évolution? Quel est votre lien avec l'UMI Alsace? Est-ce qu'il y en a qui sont dans votre task force? Oui, bien sûr. L'UMI Alsace a toujours été remarquable. Je pèse mes mots en disant ça parce que remarquable, parce que c'est des gens qui savent servir sans se servir. Et le modèle que je veux imposer à l'UMI, c'est celui-là, servir. Et eh bien, ils l'ont démontré. Vous voyez, 20 ans. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Ils créent un CFA qui est extrêmement performant, quasiment 9000 élèves formés. Et 9000 élèves avec très très peu de déperdition. Faire pour apprendre, ensuite aller chercher la compétence et la monter en compétence avec un lien très étroit avec le bassin emploi. Eh bien ça, c'est remarquable et nous devons à l'UMI de continuer à œuvrer dans ce sens dans toutes les régions. Et il est vrai que la région Alsace et Colmar est un modèle et un rôle modèle pour nous. Et je clôt mon propos là-dessus, mais j'avais une certaine fierté ce matin, une certaine émotion à dire voilà ce que c'est que l'UMI. D'abord, l'UMI, ça ne se voit pas. On est là quand ça va mal. Et quand ça allait mal, qu'il fallait faire un CFA à Colmar, ils l'ont fait, ils n'ont rien dit à personne. Ils sont allés chercher les actions qu'il fallait mener, ils sont allés chercher les personnes qu'il fallait rencontrer et ils ont fait ce merveilleux CFA qui, au bout de 20 ans, n'a pas un seul fourneau abîmé, tout est entretenu, tout est impeccable. Et ces jeunes gens qui vont nous régaler à déjeuner, eh bien, démontrent bien qu'ils savent donner envie à des gens en vie. C'est ça la gastronomie. Et ces jeunes gens sont pleins d'enthousiasme, extrêmement positifs et ils vont remplir le bassin d'emploi qui les attend aujourd'hui sur l'Alsace. On a entendu ce matin dans votre discours un appel à la mobilisation. Vous avez bien sûr évoqué que l'UMI, c'est pas quand tout va mal. Est-ce que vous aimeriez que les adhérents s'engagent davantage? C'est-à-dire que je voudrais faire basculer ce syndicat dans l'idée de ne pas être... un syndicat n'est pas fait que pour l'agitation. Je pense qu'on est force de proposition. Je pense qu'il faut construire. Il faut regarder, comme disait le général de Gaulle dans son premier livre, regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Et se dire c'est quoi demain? On se voit où dans nos métiers demain? On voit que ces métiers s'oxydent d'année en année et depuis les années 70. On a une perte du fait maison dans beaucoup d'établissements, on a une industrialisation de nos métiers et si on veut préserver cette gastronomie française, si on veut maintenir notre attractivité, eh bien il faut qu'avec les plus reconnus, et on les a vus ce matin avec Marc Eberlin, avec Olivier Nasty, que les plus reconnus qui sont des rôles modèles diffusent aussi cette envie d'appartenir à cette task force pour qu'on sache protéger notre gastronomie française qui a cette énorme chance d'avoir des cuisiniers auteurs et d'avoir de véritables signatures de gastronomie. Mais dans cette mondialisation, le combat est à renforcer. Et cette mondialisation, on ne peut pas l'éviter. Elle est là, de fait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette gastronomie française a perdu en reconnaissance. Quand un jeune va vous parler d'un restaurant français, il aura entre 20 et 25 ans. Ce sera peut-être sa première expérience de dégustation dans un restaurant français. Or qu'il aura dégusté un kebab, une pizza, des pâtes à l'italienne, etc. Mais cette mondialisation est venue de fait nourrir un petit peu un certain nombre de gens dans notre hexagone, mais il faut que la cuisine française montre qu'elle a des atouts, et notamment, même pour les plus modestes, qu'une cuisine française peut être agréable à manger et agréable à payer, et tout ça avec le régalien, parce qu'il faut aussi que l'État prenne sa part de responsabilité sur ces sujets. C'est très joli de nous faire défiler de temps en temps à l'Élysée avec nos étoiles, mais ce qui serait bien sur le fond, c'est que sur les 175 000 restaurants, nous ayons cette mobilisation sur le fait maison, l'attractivité des circuits courts et de notre agriculture, etc., qui fasse qu'un peu comme l'Italie, regardez l'Italie, elle est 90% dans le sourcing, 10% dans la transformation du produit. Ce qui était le cas de la France des années 50 en termes de gastronomie. Donc tout ça a changé, la mondialisation est là. De fait, la compétition est plus dure, mais il faut s'impliquer avec l'État, dire on a intérêt à défendre les circuits courts, nous avons intérêt à défendre la gastronomie française. Par quels moyens, je ne sais pas. Je ne veux pas ressortir le vieux serpent de mer de la TVA, mais en tout cas, fiscalement, il faut que quelqu'un qui fasse du fait maison, du bon et travailler dans des circuits courts ait un avantage par rapport à celui qui a industrialisé la cuisine. Dans votre programme, puisque vous parlez de défiscalisation, est-ce que ça a avancé comme vous le souhaitiez, le dossier de défiscaliser les heures supplémentaires?
Non, ça n'a pas avancé beaucoup, on s'y tient. Mais encore une fois, je vous parlais de l'épanouissement par le travail. Il est bien évident que quelqu'un qui travaille doit pouvoir s'épanouir avec son salaire, se loger, vivre décemment, etc. À un moment donné, à force de vouloir tout fiscaliser, finalement, il n'y a plus de moyens. Et vous parlez de la défiscalisation des heures supplémentaires, mais regardez le contrôle qu'on a mis sur les pourboires. Donc là aussi, il y a un sujet dont il faut Quelle est votre rediscuter. position? Ma position, elle est de défiscaliser tout ça et surtout de rendre ça plus fluide d'un point de vue, et surtout mieux réparti. Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer là-dessus sur la répartition des pourboires quand il y a des pourboires dans une maison, que le plus petit niveau de hiérarchie soit un petit peu floué, de ne pas toucher son juste revenu. Donc il y a vraiment un sujet à évoquer sur les pourboires, bien sûr. Et vous soutenez le fait qu'il soit inscrit sur les cartes bancaires et qu'il rentre dans la comptabilité de l'entreprise et sur les fiches de paye des salariés? C'est-à-dire que quand ça rentre dans la fiscalité de l'entreprise, c'est soumis à contrôle et bien nous respectons la loi. Donc tout ça, c'est soumis à fiscalité. Je pense qu'on doit trouver ensemble avec l'État, avec Bercy et les entreprises, un moyen de faire en sorte que les gens améliorent leurs revenus sans avoir une fiscalité accrue là-dessus. On est presque à un an de votre élection. Oui. Est-ce que vous avez envie de dresser un bilan de cette première année? Le bilan de cette première année, il est intéressant dans le sens où on peut maintenant réformer un certain nombre de choses parce qu'on en a les moyens d'un point de vue de bureau. Il y a eu l'élection du président confédéral, ensuite il y a eu 6 mois après l'élection des branches. Donc vous imaginez bien que pendant ces 6 mois, on était paralysés de ne pas pouvoir mener les actions que nous voulons mener. Aujourd'hui, les actions, elles sont faites. Le bureau et la task force a été mis en place avec des gens extrêmement compétents qui ont une vision à 10 ou 15 ans. C'est ça qui est intéressant. Ludovic Poyot, par exemple, sur l'impact environnemental, voilà quelqu'un de très performant. Sur tout ce qui est lutte contre Airbnb et les plateformes de meublés touristiques, Véronique Siegel dans l'hôtellerie est très performante là-dessus, mais aussi d'autres anticipations sur la formation professionnelle avec toutes les équipes d'UMI-Formation où on doit être capable de proposer des formations des fois plus courtes, plus efficaces, pour que des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, puissent revenir dans un projet métier, pas dans un emploi par défaut. C'est-à-dire que très souvent, on considère que les gens, parce qu'ils ont été en privation d'emploi, ou qu'ils ont été au RSA ou dans ces programmes d'insertion et d'inclusion, eh bien, accepteraient un emploi par défaut. Non, il faut ramener les personnes, à mon avis, dans l'idée d'un projet métier et de leur dire, venez découvrir l'hôtellerie-restauration. Et c'est pour ça, d'ailleurs, une de mes premières actions a été de créer le CV numérique. Le CV numérique, c'est-à-dire que vous voyez une vitrophanie dans un établissement appartenant à l'UMI, qui est avec l'UMI, et on connecte sa compétence. Si on a des diplômes, tant mieux. Si on n'a pas, tant pis. Qu'est-ce que j'aime faire? Et par rapport à ce que vous aimez faire, eh bien, on peut vous proposer des fois un emploi à la carte. Vous savez, faire des cafés, sortir une terrasse, et puis monter en compétence dans l'entreprise. Nos aînés, même certains restaurateurs et hôteliers font ça très très bien. Ce qui compte, c'est de créer l'envie d'appartenir. Et puis aussi de tirer un peu de temps en temps la manche de mes confrères et consoeurs, leur dire arrêtez de parler de votre métier comme si c'était un sacerdoce. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus durs. Vous êtes chauffeur-livreur de nuit, vous avez les métiers de la logistique sur des marchés d'intérêt. Énormément de métiers sont extrêmement contraignants. Les métiers de la santé haut. Donc arrêtez de dire que nos métiers d'hôtellerie-restauration, ce seront des métiers où on doit se plaindre tout le temps. Je ne connais pas beaucoup de métiers où on a une capacité à être chef d'entreprise à moins de 30 ans. Donc il faut savoir le mettre en valeur. Donc si on continue l'autoflagellation, effectivement, les jeunes gens diraient mais pourquoi je ferais ça? Et puis après, il y a de regarder aussi les gens qu'on doit attirer dans le métier. Nos méthodes, les méthodes que j'ai pu connaître, d'accepter, d'apprendre ses bases et puis d'ensuite faire ce qui est nécessaire de faire. Ensuite, on aura du plaisir au travail. Aujourd'hui, les jeunes gens nous disent moi, je veux que ce soit fun. Si c'est fun, je viens. Et si je viens et que je trouve ça fun, j'irai chercher la compétence. Voilà, il faut accepter de regarder les choses comme ça. Et en acceptant aussi qu'on apprend plus vite aujourd'hui parce qu'on a 2 cerveaux. On a visionné 10 ou 15 vidéos de recettes. On se dit, bon, je vais savoir la faire. Après, se confronter à la réalité de la recette, c'est une chose. Et là, la formation professionnelle, ce type de CFA, va répondre à l'envie de la personne de monter en compétence. Mais il faut regarder la société telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Enfin, je veux dire, ça paraît assez basique comme propos, mais c'est quand même le propos que je retiens. Est-ce qu'il pourrait y avoir une cuisine mode d'emploi en Alsace? Il pourrait y avoir une cuisine mode d'emploi en Alsace.
Bien sûr, mais je pense qu'en Alsace, vous avez un bassin d'emploi qui est très large et déjà une offre de formation qui est très intéressante. Mais effectivement, nous avons des publics partout en France qui sont très éloignés de l'emploi et on connaît tous ces programmes. On avait travaillé beaucoup avec Muriel Pénicaud sur ces sujets pour permettre à des personnes qui, par moment, ont un retour à l'emploi difficile sans raison. Et on a beaucoup travaillé avec Thibaut Gouilly là-dessus, sur la France s'engage, justement, pour que les entreprises s'engagent, pardon, pour aider les personnes à monter en compétence dans l'entreprise et avoir un peu moins peur de l'entreprise. Et surtout pas un emploi par défaut, un projet métier. Et ramener ça. Et je pense que les entreprises qui seront les plus performantes à venir, ce seront des entreprises qui seront capables annuellement de mesurer leur impact social et leur impact environnemental. Moi, je crois qu'une entreprise peut commencer avec 5% d'inclusion et peut finir avec 20% d'inclusion de personnes avec des fois un éloignement de l'emploi, un problème de non-diplôme, un problème des fois de culture générale qui n'est pas assez abouti, mais une entreprise saine peut admettre qu'elle ait 5, 10, 15% d'inclusion. Et je pense que l'entreprise performante de demain devra tenir compte de ça. Dernière question sur les propos de M. le maire Eric Stroman par rapport à sa position sur limiter les meublés de tourisme dans sa ville. Bien sûr, ça participe aussi au recrutement pour les restaurants, surtout ceux qui sont en campagne, qui est votre deuxième combat, parce que vous évoquez un vrai combat. Est-ce que, sincèrement, l'UMI a des leviers d'action pour agir ? Alors, je veux dire, l'UMI est le seul syndicat qui est en procès avec Airbnb et les plateformes de meublés touristiques. Nous sommes en procès. Voilà, ça c'est pas nouveau, c'est nous qui avons alerté l'État il y a déjà presque 8 ans. Donc attention à cette ubérisation de cette société. C'est très dangereux parce qu'on va vers une société où l'individualisme fera foi. Donc aujourd'hui, ce qu'a dit le maire est très juste, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui voient la faille du système et qui investissent sur cette faille du système. Le temps que le régalien, et le préfet l'a très bien dit, le temps que le régalien s'inquiète de ça, que nos élus s'inquiètent de ça, eh bien, le temps est passé. Aujourd'hui, le Airbnb, ces plateformes sont des niches fiscales. On impose aux hôteliers et aux restaurateurs des normes et des normes européennes de plus en plus lourdes. Et là, des personnes détournent un certain nombre de bâtiments, font un véritable investissement et sont meublés touristiques. Et ça, c'est pour moi dans l'illégalité la plus absolue. Et là, c'est tout le monde qu'on vole, tous les citoyens. Parce que quand vous avez un excès, parce que vous avez beaucoup de flux Airbnb ou meublés touristiques, un excès de déchets, un excès de consommation, du bruit dans les immeubles où on ne peut plus loger nos employés, nos salariés, et c'est ça, dans un pays où il y a un déficit de logement, eh bien vous nuisez à la collectivité. Et ça, c'est le rôle est à l'État et à nos élus de se dire attention. Mais le problème, c'est que le digital va beaucoup plus vite que la loi, et le temps qu'on voit le verre rentrer dans le fruit, et que le fruit soit pourri par le verre, bien évidemment, eh bien, des gens auront profité du système et puis disparaîtront. Et je vous dis que la grande inquiétude que j'ai, c'est qu'on peut travailler sur des gens qui représentent des fois des fortunes en France ou une réussite économique, mais ce futur capitalisme-là, il n'aura pas de visage. Il est polymorphe, il est l'hydre de l'air. C'est plusieurs têtes différentes qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, quand on a mené des actions, on mène des actions face à Booking, face à Google, face à Amazon, des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, face à Airbnb, des gens qui n'ont rien de matériellement palpable. Mais ces GAFA possèdent et ont un moyen de levier extrêmement fort sur nos États. Donc il faut s'en inquiéter. Merci à vous.